Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière classe de maître de 2024. Je suis Gladys Caron d'Investissement Québec, très heureuse d'être avec vous ce matin. Vous êtes plus de 1400 personnes à vous être inscrites à notre événement, ce qui démontre encore une fois que la thématique des perspectives économiques et de votre planification pour l'année 2025 sont des éléments qui vous intéressent beaucoup et évidemment dans l'objectif de poursuivre et soutenir vos ambitions. Évidemment, les stratégies que vous allez mettre en place dans la prochaine année doivent prendre en compte des perspectives dont on va parler ce matin et des conseils que mes collègues vont vous prodiguer aussi, le tout évidemment dans l'objectif, comme toujours, d'augmenter votre productivité que l'on souhaite idéalement durable. Alors, pour discuter de ces sujets passionnants ce matin, j'ai avec moi deux collègues. Tout d'abord, Mia Hamsi, vice-présidente stratégie main-d'œuvre et développement durable. Bonjour, Mia. Bonjour Gladys. Et Jean-Philippe Ménard, premier vice-président réseau régional et innovation. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour Gladys. Alors, Mia, évidemment, surveillera les grandes tendances économiques, les prévisions internationales et les défis qu'il faut prévoir en 2025, alors que Jean-Philippe partagera par la suite ses recommandations, ses suggestions quant aux avenues potentielles pour transformer ces défis en opportunités, de même qu'évidemment, comment Investissement Québec, avec nos solutions de financement et d'accompagnement, nous pouvons vous aider. Nous terminerons la présentation de Mia et de Jean-Philippe par une période de questions. Et je vous invite déjà, si vous avez des questions dès maintenant ou si vous en avez tout au long de l'événement, à les inscrire dans la boîte prévue à cet effet. Nous avons déjà reçu aussi de votre part quelques questions que nous avons en banque et que que je vais poser à nos collègues durant la période de questions. Pardon. Alors, Mia, Jean-Philippe, sans plus tarder, j'aimerais vous entendre sur vos impressions de la dernière année. Dans quel contexte les entreprises du Québec ont-elles dû naviguer? Mia. Alors, je me lance. Bien, les entreprises, honnêtement, ont dû faire face à beaucoup de vents contraires. Ça n'a pas été une année facile, puis on va le voir plus tard aussi en termes de données économiques, là, sur la croissance de l'économie et autres données. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait un contexte macro externe difficile. On vient de voir d'ailleurs une élection aux États-Unis avec l'élection du président Trump, puis indépendamment du résultat, en amont de ça, il y a énormément d'incertitudes. Puis de toute façon, dans tous les cas, il y a toujours une montée du protectionnisme. Alors, ça insécurise beaucoup les entreprises. Il y a quand même eu, sur la scène internationale, des conflits qui se sont multipliés, des éléments de montée du protectionnisme, de quand même, les chaînes d'approvisionnement, on l'a vu depuis la pandémie, ont été très déstabilisées, une réorganisation des chaînes d'approvisionnement avec une régionalisation et souvent l'obligation de trouver différents fournisseurs pour être plus résilients, avec des catastrophes naturelles aussi qui ont compliqué le transport de marchandises. Et à ça, c'est ajouté la réalité de tout le monde. Ça a été vraiment celle de voir baisser l'inflation. Donc, les banques centrales, pour baisser l'inflation qui était très élevée au lendemain de la pandémie, ont dû monter les taux d'intérêt de façon assez abrupte. Et donc, l'impact que ça a eu, c'est quand même une augmentation importante des coûts pour les entreprises. Il y avait eu des hausses au niveau salarial, une hausse du coût des intrants et ensuite une hausse des taux. Donc, plus de pression sur les coûts. Et en parallèle de ça, une économie qui ralentit, une économie mondiale qui ralentit. Pourquoi? Parce que les taux montent justement pour ralentir la demande. Mais pour l'entreprise, donc, elle fait face à quoi? Moins de demande et des intrants et une chaîne d'approvisionnement, dans le fond, qui est beaucoup plus sous pression, avec des coûts qui explosent. Donc, ça a mis les entrepreneurs dans des situations extrêmement difficiles. Il y a eu des hausses de prix pour s'ajuster à ça. On a atteint la limite de ces stratégies-là. Et donc, c'est un contexte bourré d'embûches auquel les entreprises ont dû faire face. Les taux commencent à baisser. On commence à donner un peu d'oxygène aux entreprises, mais ça reste encore difficile. Et donc, je pense que ceux qui nous écoutent, vous avez dû faire preuve de beaucoup de résilience pour traverser 2023-2024. Et c'est un thème dont on va parler aujourd'hui aussi. Merci, Mia. C'est définitivement une année qui a été sur le thème de la résilience. Les défis sont nombreux. Ils se sont déplacés. Ça demande beaucoup d'agilité. Ça demande de l'ajustement de la part des entrepreneurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Puis on le voit dans plusieurs entreprises qui savent se démarquer dans les derniers mois. Puis, juste pour en nommer quelques-unes, là, on a les gens chez Cordon Bleu. Donc, Cordon Bleu, c'est un chef de file québécois dans l'industrie de la transformation alimentaire qui, en octobre, ont annoncé un vaste plan d'investissement qui va déployer plusieurs millions de dollars dans leur usine à Anjou avec l'objectif de se donner de la flexibilité dans leur production et de générer de l'efficacité opérationnelle.
On a aussi à Québec les gens de chez Laserax qui sont très spécialisés dans la conception et la fabrication des solutions de laser, surtout pour l'industrie de l'électrification des transports, qui ont investi 14 millions pour assurer leur croissance, augmenter leur productivité et surtout, dans leur cas, poursuivre le développement pour demeurer au devant de la compétition. Dans les industries plus traditionnelles, on voit des joueurs comme Patio Drummond, évidemment. Je suis originaire de Drummondville, donc c'est un groupe que je connais bien, qu'on a aidé, puis ils sont venus vous parler dans notre classe de maître du mois d'avril, qui déploient toujours beaucoup d'efforts pour augmenter leur productivité, demeurer compétitifs dans une industrie qui est plus traditionnelle, hein, les dalles de patio. Alors, on constate que plusieurs entreprises ont l'audace, ont la vision d'aller de l'avant avec des projets pour leur permettre de demeurer compétitifs dans leur marché. Puis là, j'ai un message pour les entrepreneurs. On est dans une période d'incertitude. On comprend que vous vivez de l'insécurité, mais maintenant, c'est le temps de continuer d'investir pour vous donner cette avance-là sur votre compétition. Amorcez vos réflexions dès maintenant. Préparez-vous pour les prochaines années parce que c'est maintenant que vous allez créer cette différenciation dans votre compétitivité. Puis ça serait une erreur de rien faire à ce moment ici pour vous permettre de prendre le rebond économique qui va nous arriver, car il y a toujours, après une période difficile, un rebond économique qui est positif. Merci beaucoup à vous deux. Je trouve ça vraiment intéressant, les exemples que tu donnes, Jean-Philippe, qui permettent de mettre de l'avant tous les efforts que les entreprises québécoises font, parce qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui investissent, qui ont augmenté leur productivité, qui continuent de le faire, peu importe le vent, qu'il soit fort ou pas fort. Alors, je pense que le message d'optimisme et d'engagement des entreprises est vraiment très positif. Alors, ceci étant dit, pour 2024, à quoi peut-on s'attendre pour 2025? Parfait. Commençons par un sujet qui vous est cher, l'anticipation sur les taux d'intérêt. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Bien, je pense qu'il y a un certain consensus au niveau des économistes. Donc, ce qu'on vous présente à l'écran, c'est Investissement Québec, on ne fait pas nos propres prévisions. Donc, c'est la moyenne des banques, des grandes banques et des jardins. C'est pour ça que c'est des arrondis un peu étranges. Donc, ça vous donne une idée du consensus et on voit donc que la baisse des taux, oui, elle va se poursuivre, mais de façon graduelle. Donc, vous voyez à gauche du graphique, il y a une montée très abrupte des taux, très rapide avec des fortes hausses. Ça baisse, c'est clairement, on va vers le chemin de la baisse des taux, mais c'est beaucoup plus lent. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça devrait se stabiliser autour de 2,5 les taux d'ici la fin de cette année, mais aussi la fin de 2026. On a comme une nouvelle normalité qui ne sera pas avec des taux aussi bas qu'avant la pandémie. Puis ça, c'est important comme entreprise de le prendre en considération. Donc, le coût du capital va revenir à des niveaux qui ne sont pas exactement les niveaux pré-pandémiques, mais pas si élevés non plus. Bien, en fait, moi, je veux toujours relativiser un peu l'augmentation des taux d'intérêt parce que pré-pandémique, les taux d'intérêt, le taux d'escompte à peu près à 2,5, 2,75. Et puis là, on a eu une réduction imprévue. Personne n'aurait pensé que les taux d'intérêt baisseraient jusqu'à 0,5 %. Donc, j'aime relativiser le fait que les taux d'intérêt pré-pandémique versus le sommet là, à 5,5, c'est une augmentation de près de 300 points de base. Puis on voit déjà le moment où on va être de retour au niveau pré-pandémique. Donc, les banques centrales ont été critiquées des fois pour leur stratégie, mais soyons honnêtes, ils ont fait un bon travail à ramener le taux d'inflation au bon niveau. Et là, nos taux d'intérêt vont retourner au même niveau qu'ils étaient pré-pandémique. Puis à ce moment-là, on disait que c'était le plus bas qu'on n'avait jamais vu les taux d'intérêt. Ouais. Les clients nous demandaient conseil à savoir est-ce que c'est le temps de fixer. Bien, on va se retrouver peut-être à peu près 3 ou 4 ans après la pandémie, on va se retrouver au même niveau où on était. C'est quand même un bel accomplissement des banques centrales. Oui, puis il faut aussi ajouter, peut-être que vous ne le sentez pas, là, ceux qui nous écoutent ce matin, vous dites, mais pourquoi on ne le sent pas que les taux baissent? Mais c'est normal parce que ça prend 12 à 24 mois avant qu'une décision de monter ou baisser les taux se fasse sentir dans l'économie réelle. Et donc, on est encore en train de sentir la fin des hausses de taux. Et le début c'est tout début de l'effet dans l'économie des baisses de taux. Donc, ça va se poursuivre et vous allez sentir de plus en plus qu'il y a moins de pression sur vos coûts. Alors, ça devrait être positif sur ce front-là au cours des prochains mois et années. Ensuite, au niveau du taux de chômage, bien, je pense que vous l'avez aussi ressenti. C'est plus facile peut-être de trouver de la main-d'œuvre parce qu'il y a eu une hausse du taux de chômage. Donc, on est passé de 4,5 qui était 3, 4, 5 qui étaient des creux historiques au Québec à un niveau de 5,4 qui est quand même
si on prend un pas de recul très bas par rapport à ce qu'on connaît au Québec, qui était plus autour du 8-9 il n'y a pas si longtemps, ça devrait poursuivre cette hausse-là du taux de chômage autour de 5,8 Donc, oui, plus élevé que le creux historique, mais ça reste, somme toute, assez serré comme marché du travail. Et donc, vous avez peut-être un peu moins de pression pour trouver des candidats, mais plus l'économie va reprendre, plus le taux de chômage va baisser, donc d'ici fin 2025, début 2026. Au niveau de l'inflation, bien, je pense qu'on peut dire que les banques centrales ont quand même réussi leur pari. On est autour de 2,5 pour 2024 en moyenne et ça devrait être à 2 d'ici la fin de 2025, donc parfaitement dans la fourchette cible des banques centrales entre 1 et 3 le chemin, on s'en va exactement là où la destination était prévue. Finalement, au niveau de la croissance économique, vous voyez que 2023 a été une année difficile. 2024, on est en légère augmentation du PIB autour de 1 On devrait finir l'année dans ces eaux-là entre 0,7 et 1,4 C'est quand même faible suite à une année anémique de 2023. 2025, on poursuit une croissance encore modérée à 1,5 Donc, c'est quand même une longue période sans très forte croissance pour les entreprises et on le voit dans les sondages. On n'est pas si optimiste par rapport aux ventes, par rapport à la reprise de l'économie, mais l'optimisme revient et ça se traduit tout à fait dans les prévisions par une croissance qui se poursuit l'année prochaine, mais qui demeure modeste. Et finalement, difficile de parler d'économie sans parler des élections américaines. Ici, ce qu'on vous présente à l'écran, c'est l'impact estimé, si on veut, de ce que pourrait représenter l'élection de Donald Trump. Ça serait un choc stagflationniste, donc hausse de l'inflation, baisse de la croissance, mais c'est sûr que tout ça va évidemment dépendre des grandes décisions sur les tarifs. Donc, l'élément fort de la politique économique mise de l'avant par Trump et les républicains, c'est vraiment une hausse des tarifs. On parle de 25 des fois c'est 10 des fois c'est 60 C'est difficile de savoir exactement où on va atterrir. C'est beaucoup un levier de négociation contre des restrictions sur l'immigration et resserrement des frontières, un investissement du budget dans la défense. Donc, on va voir comment tout ça va terminer, mais c'est sûr que des tarifs, c'est très inflationniste. C'est inflationniste pour le reste du monde, mais c'est aussi inflationniste pour les États-Unis et les Américains parce qu'on a des chaînes de valeur dans certaines industries extrêmement intégrées. Donc, les intrants aussi sont plus chers et donc le produit final pour les Américains est plus cher aussi. Donc, inflationniste et ça a un impact à la baisse important sur le PIB. Il y a plusieurs estimations qui sont sorties sur comment l'économie canadienne pourrait être affectée dépendamment de l'ampleur des tarifs. Il y a d'autres éléments aussi qui favorisent la croissance. Tout n'est pas une croissance à la baisse dans la politique de Trump, notamment la déréglementation, les baisses d'impôts corporatifs qui seraient maintenues et peut-être même accentuées. Donc ça, c'est des éléments qui généreraient de la croissance. Mais somme toute, on peut s'attendre à plus d'inflation et peut-être un peu moins de croissance économique. Mais donc, c'est pas la première fois qu'on vit ça, c'est pas la première fois que M. Trump est élu, c'est pas la première fois qu'on entend parler de montée du protectionnisme, de hausse des tarifs, et on a survécu, les entreprises ont survécu. Il y a eu de la croissance dans le dernier mandat de Trump. Nos exportations ont quand même continué d'affluer vers les États-Unis. Donc, il y a eu des stratégies qui ont fonctionné et nos entreprises exportatrices ont clairement su s'adapter. Oui, puis un gouvernement républicain aux États-Unis, il faut garder en tête que ça a toujours été bénéfique pour les accords de libre-échange. Les grands accords de libre-échange ont toujours été signés avec des gouvernements républicains. Donc, actuellement, quand on visite les entrepreneurs, puis c'est probablement la partie de mon rôle que j'apprécie le plus, d'aller vous voir dans vos usines, en région, avec nos équipes. Mais les sujets sensibles, évidemment, l'élection américaine et les tarifs, là, ça revient. Mais ça devient aussi une opportunité de réfléchir à l'évolution. C'est-à-dire qu'on est évidemment très dépendant de nos exportations aux États-Unis, mais on peut quand même se dire qu'on a une opportunité de mettre le focus sur ce qu'on contrôle. D'ailleurs, les entreprises québécoises ont accès à un atout majeur, puis on tend à l'oublier parce que le marché américain est un marché de proximité pour nous. Mais le Canada, donc le Québec, bénéficie aussi d'un accès privilégié
à plus de 50 autres marchés dans le monde. Puis on parle là des marchés qui contiennent 1,5 milliard de consommateurs, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec le partenariat transpacifique. Puis là, je sais que ce n'est pas naturel, hein? Ce pas des marchés qui sont naturels pour nous, mais moi, je vois dans toutes les crises ou dans toutes les confrontations potentielles une opportunité. Puis cette opportunité-là, c'est pour les entreprises québécoises d'utiliser ces accords-là pour contourner les tarifs, retirer les restrictions qui nous permettent d'avoir accès à ces marchés-là. Donc, il faut réfléchir à savoir si votre produit peut bien s'adapter au marché européen ou au marché asiatique. Mais il demeure quand même la question fondamentale, puis c'est toujours la même. C'est votre productivité. C'est-à-dire que si vous avez l'ambition d'exporter, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou en Asie, il faut d'abord que vous soyez extrêmement compétitif chez nous. Si on pense que le marché ici est compétitif, je peux vous dire que plusieurs entreprises qui ont essayé le marché américain ou d'autres marchés ont trouvé que les marchés étrangers sont d'autant plus compétitifs. Donc, soyons confiants, soyons réalistes, mais voyons les opportunités qui se présentent à nous. Merci. Puis j'aimerais ajouter aussi, quand on parle d'exportation, on a beaucoup d'experts chez Investissement Québec qui sont là exactement pour faire ça. C'est soutenir les entreprises dans toute leur stratégie d'expansion, de croissance, aider à trouver le bon marché, tant aux États-Unis que sur le reste de la planète. Donc, il y a des gens vraiment à l'étranger aussi qui connaissent les parties prenantes là-bas, les entreprises, les acteurs pour vous aider, qui connaissent les forces et faiblesses des différents marchés. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à nous contacter, puis ça peut permettre de rassurer et de donner peut-être un peu de perspective sur les options pour l'exportation. Donc, ne pas négliger cet aspect-là, ça peut aider. Et donc, si on parle de la confiance des entreprises, bon, ici, vous voyez le niveau de confiance des propriétaires de PME au Québec. Donc, ça, c'est produit par la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. C'est des données de novembre, donc c'est tout très récent. Vous voyez que tant à court terme, donc sur 3 mois, qu'à moyen terme, sur 12 mois, la confiance est faible, mais elle est quand même en hausse. Et donc, c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on a vu par rapport aux prévisions économiques. On est en croissance. Elle n'est pas une croissance marquée, mais elle est certainement au rendez-vous. Donc, cette confiance-là qui s'améliore, c'est un indice qu'on anticipe que les ventes vont revenir, qu'on va commencer à sentir l'effet de la baisse des taux. Ensuite, les perspectives d'avenir. Ici, on voit que plus de 80 des entreprises du Québec sont optimistes quant aux 12 prochains mois, particulièrement dans le secteur manufacturier. Donc, c'est très positif, puis il faut surtout poursuivre là-dessus, puis aller de l'avant avec les investissements, puis prendre le courage dont on a besoin pour investir, même si on est vraiment dans un entre-deux en ce moment. Les ventes n'ont pas nécessairement repris, mais on anticipe que ça va venir. La plupart des sondages que j'ai regardés, encore celui aussi de la Banque du Canada qui est sorti récemment de Statistique Canada, ils disent toute la même chose. Donc, il y a une lueur d'espoir. Donc, c'est le moment d'aller de l'avant parce que sinon, les entreprises compétitrices le font et on risque de perdre nos parts de marché si on attend d'être trop sûr aussi que les ventes vont reprendre. C'est aussi une opportunité pour réfléchir à sa stratégie. Puis hier, je participais à un colloque avec Sous-traitance industrielle du Québec et il y a un chiffre qui m'a frappé. On parle qu'il s'est installé dans la dernière année 500 000 robots dans le monde. Donc, 500 000 robots en une année. 250 000 ou 50 de ces robots-là ont été installés en Chine. Et quand je regarde le nombre de robots qui sont en production au Québec, donc pas installés dans la dernière année, mais en production au Québec, on en a 7 500. Donc, je pense qu'il faut qu'on utilise ces moments d'incertitude et de questionnement-là pour relativiser un petit peu la taille de l'opportunité qu'on a. Premièrement, la première stratégie pour moi qui est critique, c'est d'investir dans sa transformation numérique. Investir dans sa transformation numérique, ça veut dire essayer d'aller chercher de l'efficacité, essayer d'aller chercher de la confiance de nos équipes. C'est de la gestion de changement qui est très, très, très importante. Hein. On est dans une culture où la cohabitation entre l'automatisation et les humains, c'est jamais facile. Et hier, j'écoutais des témoignages d'entreprises qui ont dit ça commence par votre planification stratégique. Il faut être clair sur ce qu'on cherche à faire. Puis garder en tête que pour investir dans sa transformation numérique, ce qu'on fait,
on a une opportunité d'améliorer la qualité de vie de nos employés. Toutes ces tâches-là qui sont répétitives, pour lesquelles on a de la difficulté à recruter des gens, bien, c'est le moment pour les cartographier puis essayer de les automatiser ou de les robotiser. La deuxième stratégie, c'est réviser ces stratégies de gestion de risque. Puis là, je le sais que dans la PME, la gestion de risque, souvent, vous êtes appelé à faire à peu près toutes les tâches dans l'entreprise. Mais c'est un moment pour être proactif dans cette réflexion-là, en diversifiant vos fournisseurs, en vous assurant que vous n'avez pas juste un fournisseur d'une catégorie de produits, en diversifiant vos clients, mais aussi en réfléchissant à vos infrastructures de sécurité. Les cyberrisques, ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises. On voit des cyberattaques qui touchent la PME et c'est dommageable pour la PME. Donc, gardez ça en tête, la gestion de vos risques. La troisième, c'est renforcer vos relations commerciales au niveau local. Évidemment, on a eu la turbulence pandémique, on a une turbulence géopolitique qui fait en sorte que les traditionnelles chaînes d'approvisionnement ont dû s'ajuster. Elles ont été très résilientes. Elles sont bien ajustées. Mais c'est aussi l'opportunité pour vous de vous demander, est-ce qu'il y a moyen pour moi de me trouver un fournisseur local pour au moins une partie de mon approvisionnement? J'étais dans une entreprise de Laval qui produit du film de sacs de plastique. Et ils ont lancé tout un projet dans leur quartier industriel de récupérer toute cette pellicule plastique-là qui est utilisée pour emballer les palettes, emballer les produits. Et ils avaient l'ambition de devenir le fédérateur de cette opportunité d'économie circulaire pour récupérer ces pellicules plastiques-là. Mais il faut voir plus de ces initiatives-là. Bref, donc, dans les ralentissements, c'est là qu'on voit que les leaders investissent, c'est là qu'ils se préparent pour la reprise, c'est le bon moment pour vous préparer pour être plus compétitif. Donc, soyez ambitieux et nous, ça nous fait plaisir de vous accompagner pour réaliser cette ambition-là. Et donc, si on regarde concrètement, pour faire le lien avec ce que tu dis sur l'investissement, est-ce que les entreprises ont envie d'investir? Ici, on voit à l'écran les intentions d'investissement en machinerie et matériel des entreprises canadiennes pour les 12 prochains mois. Donc, c'est le seul des opinions. La petite bande bleue, c'est les entreprises qui disent qu'elles ont l'intention d'investir, moins celles qui disent qu'elles n'ont pas l'intention d'investir. Donc, on voit que les intentions demeurent sous la moyenne historique. Et c'est un peu dans ce contexte-là, en voyant ces données-là, qu'on voit baisser quand même depuis quelques trimestres, qu'Investissement Québec a lancé l'initiative Grand V pour vraiment encourager les entreprises à investir davantage. Gladys va mieux vous l'expliquer ce que c'est Grand V, mais de manière générale, c'est qu'il faut investir. Il faut donner le goût maintenant aux entreprises d'investir parce que, comme on l'a vu précédemment, c'est maintenant qu'il faut se préparer pour la reprise. La reprise s'en vient timidement, mais certainement. Et si on n'est pas prêt, quand ça vient, on va avoir manqué le bateau et on va avoir laissé place à d'autres. Donc, il faut renverser la tendance qu'on voit sur ce graphique-là. Si on regarde maintenant les taux d'investissement en capital fixe non résidentiel, donc ça, c'est tout l'investissement des entreprises dans machinerie, matériel, propriété intellectuelle, les bâtiments et autres, en proportion du PIB au Québec. Premièrement, où est-ce qu'on se situe et comment ça a évolué dans le temps? Certainement qu'on est plus faible au Québec à ce niveau-là. Ça ressemble au niveau de l'Ontario. On n'est pas différent de l'Ontario. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même un lent déclin depuis le début des années 2000, même en proportion du PIB, là, quand on le regarde, même pas en absolu. Donc, il y a une tendance ici qu'il faut inverser. Puis la note positive, donc quand on regarde ce graphique-là, on peut voir le verre à moitié vide, mais aussi le verre à moitié plein. Quand on regarde depuis 2017, il y a quand même une augmentation relativement soutenue au Québec de l'investissement des entreprises là, dans tout ce qui est non résidentiel, ce qui est positif, mais c'est important de poursuivre sur cette tendance-là parce que vous voyez qu'on est quand même plus faible là, de façon assez marquée avec le reste du Canada, mais surtout avec les États-Unis. La bande grise en haut, c'est les États-Unis. C'est quand même intéressant de voir qu'ils ont maintenu post-pandémie un niveau, premièrement, ça a beaucoup augmenté. Ça fait à peu près une décennie que ça augmente, ça s'est stabilisé. Ils investissent beaucoup. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour essayer de fermer cet écart-là, mais la tendance est positive.
Et si on regarde plus spécifiquement dans ces investissements-là non résidentiels, ceux en recherche et développement, pourquoi on regarde la recherche et développement? Parce que c'est quand même le cœur de l'avance. Il faut investir en innovation pour rester compétitif, pour rester un joueur dominant dans son marché à moyen et long terme, mais c'est difficile de garder cette avance-là sans investir dans l'innovation. C'est assez large, l'innovation. On regarde spécifiquement la recherche et développement. La part des dépenses en R&D des entreprises en pourcentage du PIB au Québec est quand même en déclin aussi depuis l'an 2000. Puis ici, c'est moins positif que sur le graphique précédent parce que ça n'a pas commencé à augmenter. Donc, on n'a pas réussi à renverser cette tendance. On a juste réussi à stabiliser la même chose qu'on voit en Ontario et au Canada. On est plus élevé ici, donc ça, c'est l'élément positif de ce graphique-là. Mais regardez ceux en haut, les joueurs comme l'Allemagne, l'OCDE, les États-Unis, forte augmentation. Et ça pourrait être de mauvais augure pour la suite parce que ça fait plusieurs années qu'ils s'investissent beaucoup plus que nous en recherche et développement. Donc, il faut vraiment redoubler d'efforts sur tout ce qui est innovation et R&D. Donc, évidemment, on est dans un contexte économique qui est un peu incertain, ce qui nous demande de revenir à notre historique de rattrapage. On a un historique de rattrapage important, puis c'est maintenant qu'il faut essayer de réduire, comme Mia le disait, l'écart qu'on a en investissement en R&D. Puis pour y arriver, c'est là qu'on s'attend de voir une vision à long terme, puis de ne pas se laisser distraire par les cycles économiques à court terme. Ces périodes-là, c'est ce qui nous offre des opportunités uniques de rebondir, d'aller revoir nos fournisseurs, de repenser notre produit, d'avoir accès probablement à des talents aussi, que ce soit par l'embauche, mais peut-être aussi par la consolidation d'entreprises. C'est un moment pour préparer votre entreprise à capter les prochaines étapes qui vont se présenter à nous. Puis c'est là qu'intervient un joueur comme Investissement Québec. Vous savez, on est évidemment un joueur stratégique dans le développement économique du Québec, mais on est d'abord passionné par les entrepreneurs. Moi, je peux parler pour toute l'équipe, je le sais, je les visite partout au Québec. Ils sont passionnés de vous voir réaliser vos projets, de vous voir avoir du succès, que ce soit à travers vos projets d'acquisition d'équipements, d'achat ou d'agrandissement d'immeubles, dans vos démarches de recherche et développement. On veut vous aider à accroître votre productivité, à vous positionner comme des leaders dans votre secteur. On voit une immense opportunité, puis j'espère que vous sentez tout le soutien qu'on veut vous donner pour vous permettre de réaliser votre plein potentiel entrepreneurial et éventuellement de réaliser votre rêve d'entrepreneur. C'est ce qui nous passionne, puis c'est la raison pour laquelle on vient au travail à chaque jour. C'est pour vous voir avoir du succès. Alors, sans aucun doute, Jean-Philippe, je te confirme que tu es passionné. Et Mia aussi, évidemment, on t'entend toujours parler des perspectives économiques et de l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez fait un excellent tour de roue de ce à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine. Merci de toute la valeur que vous avez apportée dans vos présentations respectives. J'espère que pour vous, ça a été très utile d'entendre ces conseils et ces prédictions que nous rapportons de l'ensemble des joueurs qui se penchent sur l'avenir économique du Québec et de l'industrie en général. Sachant que pour 2025, vous avez encore autant d'ambition que ce que vous avez eu dans le passé, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de Grand V. Nous avons lancé l'initiative Grand V il y a quelques semaines maintenant. Vous en avez peut-être entendu parler. Grand V, l'objectif, vous connaissiez productivité, innovation, compétitivert. Grand V, c'est dans la même lignée notre nouvelle initiative par laquelle on veut soutenir les entreprises à accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le produit phare du duo de Grand V, qui est notre duo Grand V. Vous savez qu'on fait du financement, de l'accompagnement, donc on combine à l'intérieur de notre duo Grand V ces deux composantes. Alors, financement flexible, un prêt, par exemple, prêt à terme. Ça peut se faire aussi en équité, mais essentiellement, l'essentiel du produit, c'est un produit de prêt à terme pour lequel on offre un moratoire de remboursement de capital de 48 mois qui peut aller jusqu'à 48 mois et aucun frais d'étude de dossier. Et pour toute entreprise qui choisit cette option de financement, si elle le souhaite et si son projet est admissible, l'entreprise peut avoir accès à jusqu'à une centaine d'heures d'accompagnement technologique par nos experts de la vice-présidence innovation. Vous savez qu'on a 75-80 experts, chimistes, ingénieurs mécaniques, biochimistes, ingénieurs industriels, qui sont capables d'aider les entreprises pour vraiment optimiser leurs projets, soutenir la réalisation,
aider à intégrer les nouveaux projets à l'intérieur des opérations déjà existantes d'une entreprise. Donc, notre duo, qui peut aussi se vivre en solo, je le précise. Donc, vous pouvez prendre uniquement le financement ou avoir recours au service de notre équipe d'accompagnement technologique. Mais l'idée de duo, c'est vraiment de combiner les avantages d'avoir le financement qu'on peut vous offrir et l'accompagnement qui vient optimiser le projet. Ça s'adresse à qui? À l'ensemble des entreprises, que ce soit des startups à haute teneur technologique scientifique, PME, plus grandes entreprises, pour l'implantation de projets, parce qu'on est vraiment en mode d'implantation. Vous avez un projet à financer, on va vous aider à l'optimiser sur le plan de l'accompagnement. Recherche et développement, Mia en a parlé tout à l'heure, Jean-Philippe en a parlé aussi de l'importance de la recherche et développement comme catalyseur d'innovation et ensuite de productivité. Donc, c'est des dossiers qui nous intéressent et dans lesquels on veut vous accompagner. Et on parle beaucoup souvent de projets d'optimisation des opérations, mais ça peut être aussi pour l'amélioration de produits. Alors, on a des équipes qui peuvent vous accompagner aussi sur ces questions-là. Tout ça pour vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur Grand V, bien consultez notre site grandv.ca sur lequel vous trouverez l'ensemble des informations pertinentes à notre initiative. Je prendrai quelques instants pour résumer ce dont on a parlé dans notre webinaire jusqu'à maintenant. Donc, 3 éléments, je pense, à retenir. Tout d'abord, l'importance d'augmenter la productivité durable et de vous concentrer sur la question de la productivité durable. C'est un des éléments vraiment très importants. Et je n'ai pas pris le temps de le mentionner, mais je le rappelle. Vous avez dû remarquer, on parlait de productivité avant, on avait une initiative Compétiver. Maintenant, on rassemble les 2 éléments ensemble sous le thème de la productivité durable. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est vraiment plus avantageux pour les entreprises de considérer à la fois la productivité et le développement durable en même temps lorsqu'elles envisagent des projets, parce que tant qu'à investir, à se mettre sur pied un projet, un comité de projet, des investissements, souvent d'ajouter la perspective durable va nous amener non pas nécessairement des coûts supplémentaires, comme on a souvent tendance à le penser, mais des avantages qu'on va aller gagner tout de suite en intégrant la réflexion tout d'un coup. On pense à la circularité dans laquelle on peut récupérer la valeur de certains rejets qui n'étaient pas optimisés avant, ou encore dans les réductions d'intrants qu'on utilise, que ce soit d'un point de vue énergétique ou de vos intrants qui entrent directement dans les produits. Donc, productivité durable, ce sera un thème sur lequel on parlera toujours dans les prochains mois. Évidemment, exportation, on en a parlé beaucoup. Toujours intéressant de considérer les marchés d'exportation. Comme Jean-Philippe le disait, par contre, avant d'exporter, il faut être très productif. Mais il y a des grands accords qui existent sur lesquels il est avantageux de se positionner pour bénéficier de tout le développement qu'on peut faire à l'international. Et évidemment, faites-vous accompagner. Il y a une énorme quantité d'experts dans le marché qui existent, qui sont là pour vous soutenir sur le plan des exportations, sur le plan de l'innovation, de vos réflexions d'affaires, de vos orientations. Alors, profitez des experts que vous pouvez avoir à disposition près de vous. Je terminerai en vous rappelant, si jamais vous n'êtes pas au courant de l'ensemble de l'offre de services d'IQ, que nous offrons à la fois des services de financement et d'accompagnement. Financement, vous nous connaissez depuis toujours, ou presque, pour nos services nos produits de prêt, de garantie de prêt. On offre aussi de l'équité, donc du financement sous forme de capital action, soit du capital de risque ou du capital de croissance pour les entreprises à maturité. Donc, toute notre offre de financement pour laquelle on est très flexible et on développe finalement des solutions basées sur les besoins des clients. Du point de vue de l'accompagnement, vous l'aurez compris, on a une équipe d'accompagnement technologique, mais des gens qui font de l'exportation aussi. On a des experts en main-d'œuvre, dont l'équipe de Mia, et des gens dont le rôle est de faire le maillage entre des fournisseurs et des donneurs d'ordre afin de solidifier les chaînes de valeur québécoises. Alors, sur ce, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez inscrire vos questions dans la boîte prévue à cet effet à la droite de votre écran. Nous avions déjà reçu quelques questions. Je vais commencer avec certaines qui sont entrées. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui se sont ajoutées. Mais je commencerai par une première, peut-être pour toi, Jean-Philippe. Comment les entreprises devraient continuer ou accélérer? J'ai déjà beaucoup fait en productivité, je me suis automatisé beaucoup. Est-ce que je suis rendue au bout ou comment on fait pour décider d'avancer encore plus et d'accélérer notre...
Il faut briser l'argument du « Ah, nous, on ne fait pas des produits standards, donc on ne peut pas s'automatiser ». C'est l'argument que j'entends le plus répandu dans mes visites d'entrepreneurs. C'est « Ah, ben nous, ici, on ne peut pas mettre des robots parce qu'on fait juste des produits, sur mesure, on ne fait pas de produits standards ». Il y a plusieurs démonstrations d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont investi dans de l'automatisation de ces tâches là, que je vous parlais, ces tâches redondantes pour lesquelles on a souvent de la difficulté à embaucher des gens pour venir faire ces tâches-là. Donc, soyez curieux, ouvrez les esprits, faites-vous accompagner. Il y a beaucoup de gens dans le monde de l'automatisation au Québec qui vont vous amener une différente perspective, mais surtout, faites-le maintenant. Hein? Moi, l'urgence d'agir, l'obsession d'automatisation, il faut que ce soit sur toutes les lèvres parce que le deuxième sujet qu'on entend beaucoup parler, c'est les ressources humaines. Donc, d'un côté, on se dit, ben moi, je ne peux pas automatiser. Puis de l'autre côté, on me dit, ben je ne trouve pas personne travailler dans mon usine. Donc, vous voyez, c'est un peu contradictoire tout ça. Donc, soyez créatifs, soyez curieux, ouvrez vos esprits, allez voir ce qu'il y a disponible dans le marché. Ça s'est beaucoup démocratisé. Je voyais des démonstrations récemment de robots collaboratifs que c'est un robot qu'on fait simplement apprendre une tâche et puis il va pouvoir la reproduire. Pas de programmation, peut travailler avec un employé sur une chaîne de production. Il y a beaucoup de technologies qui sont disponibles, qui sont abordables, beaucoup plus abordables qu'ils étaient. Un robot, ce n'est pas toujours dans une cage jaune dans une usine. Gardez ça en tête. Il y a une opportunité d'utiliser de l'automatisation pour vous permettre d'être plus productif aujourd'hui, maintenant. Puis ça a un impact sur la main-d'œuvre aussi, parce qu'on le voit dans les entreprises qui se sont automatisées, ils ont un meilleur taux de rétention, de satisfaction des employés, moins de blessures, etc., en milieu de travail. Donc, ça aide aussi la rétention et l'attraction de la main-d'œuvre, qui demeure un sujet quand même une préoccupation importante pour les entreprises. J'allais justement te relancer sur la question de la main-d'œuvre compte tenu des commentaires de Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'une entreprise comment on devrait aborder les enjeux de main-d'œuvre? On voit le taux de chômage est quand même un petit peu plus élevé qu'il l'était, mais c'est encore un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Quels sont tes conseils sur le sujet? Bon, la main-d'œuvre, c'est un sujet, comme tu le sais, qui me passionne et que je suis depuis longtemps. Et c'est très simple d'anticiper ce qui va arriver sur la main-d'œuvre quand on regarde la démographie du Québec. Donc, c'est tout ce qu'on vit depuis quelques années, depuis 2017, 18, 19, là, c'est exactement le vieillissement de la population, puis les cohortes de baby-boomers qui quittent le marché du travail, donc près de 100 000 personnes à chaque année, et passer de personnes de 20 à 29 ans pour les remplacer qui rentrent sur le marché du travail. Donc, on a eu un recours marqué à l'immigration. Donc, je peux vous dire que dès que l'économie va reprendre, on va revivre les mêmes tensions qu'on avait vécues avant. Ce qui a changé, c'est qu'il y a présentement à peu près 5 à 600 000 personnes avec des permis de travail et des statuts temporaires sur le territoire. Beaucoup de demandeurs d'asile, du regroupement familial, des étudiants et autres. Il y a des changements aussi aux règles migratoires. Donc, ça va quand même marquer la prochaine année, les 2 prochaines années. Vous allez continuer d'avoir des enjeux, des difficultés de recrutement. Donc, il faut être créatif, il faut garder les gens. Souvent, quand ça va moins bien et que l'économie ralentit, on a tendance peut-être à remercier les gens, mais là, si on peut être créatif sur ajuster les horaires, trouver des façons de faire des projets justement d'automatisation, de productivité, d'amélioration de la gestion des ressources humaines, c'est le temps de les faire pendant que les gens sont moins occupés, puis de faire plus de formation, d'essayer de garder vos meilleurs talents parce que ça va être difficile de les retrouver après et d'être peut-être créatif aussi sur la façon de recruter. Et si vous pensez à faire des grands projets, bien, pensez à la gestion du changement, comment ça va impacter les compétences de vos travailleurs, de votre main-d'œuvre, puis commencez tout de suite à former et à anticiper ça pendant que c'est plus tranquille au niveau des ventes puis de la croissance économique. Pendant qu'on parle de main-d'œuvre, je pense qu'il faut parler de l'éléphant qui est dans la pièce. Un des commentaires qu'on reçoit des clients récemment, c'est la modification de la politique migratoire du gouvernement qui va faire en sorte que ça va changer la démographie de nos travailleurs. Moi, la réaction que j'ai à ça, c'est évidemment, on fait un choix de société. Après ça, qu'est-ce qui est notre réaction? Puis encore là, c'est la même réponse. C'est la réponse, l'automatisation, la robotisation, comment on fait pour améliorer la qualité de vie de nos employés, puis de faire de la croissance avec le même nombre d'employés. Donc, c'est évidemment, nous on n'est pas dans la politique, on est dans l'économie, mais pour moi, la réaction doit être la même parce que si on s'améliore au terme de productivité aujourd'hui, on pave la route vers plus de productivité vers le futur,
dans notre marché, dans d'autres marchés à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, c'est la bonne chose à faire et le faire maintenant. Puis il faut être conscient aussi que ça veut quand même dire former les travailleurs parce que quand on s'automatise, c'est probablement pas les mêmes compétences que la main-d'œuvre a besoin d'avoir. Puis il faut l'anticiper puis commencer tout de suite. Puis il y a des coûts, mais il y a des programmes aussi comme nos collègues de Service Québec qui ont beaucoup de programmes pour financer la formation en entreprise, en milieu de travail. Il y a plein de programmes aussi de formation de courte durée avec les comités sectoriels de main-d'œuvre et autres qui vous permettent de former les travailleurs de l'alternance travail-études. Donc, il faut profiter de cette offre de service-là maintenant. Finalement, je vois qu'il y a une question aussi sur les perspectives du marché de l'emploi à Montréal, particulièrement dans le secteur industriel ou aéronautique. À Montréal, je dirais qu'il y a plus de marge de manœuvre, plus d'oxygène, puisque le taux de chômage est plus élevé. Il y a beaucoup plus d'immigration depuis des années et même en ce moment aussi. Donc, le taux de chômage est plus élevé chez les immigrants récents et il y a plus de travailleurs temporaires. Le taux de chômage est aussi plus élevé en ce moment chez les jeunes de 15 à 24 ans. Donc, il y a des opportunités pour embaucher maintenant. Mais c'est sûr que pour des profils plus manufacturiers, des opérateurs de machinerie, des machinistes, des électromécaniciens, des soudeurs, ça reste très, très, très difficile d'en trouver. C'est une réalité qui va perdurer dans le temps. Donc, c'est pour ça que la formation, peut-être l'alternance travail-études, devient vraiment une solution nécessaire à envisager. Puis qu'on parle de l'aéronautique, bien, l'aéronautique a été très contracyclique. Donc, il est en forte croissance depuis 1 ou 2 ans. Post-pandémie, on pensait qu'il n'y aurait plus un avion qui volerait dans le ciel. Bien, force est de constater que ce n'est pas le cas. Les carnets de commandes sont pleins. Il faut les livrer. Et donc, ça va rester quand même un marché du travail qui va être tendu et anticipez-le pour le recrutement de travailleurs tout de suite. J'irai avec une prochaine question vers toi, Mia. Quel niveau de résilience considères-tu que l'économie québécoise a devant différents phénomènes qui pourraient se produire dans les prochains mois? C'est une bonne question. En fait, l'économie québécoise étant hautement diversifiée, plus diversifiée que la moyenne des autres du Canada puis des autres provinces, on n'est pas dépendant d'une ressource ou un secteur. On est généralement l'économie qui est pas mal la plus résiliente. On le voit dans toutes les dernières récessions. Le Québec est moins affecté à la baisse, mais les reprises sont souvent moins vigoureuses aussi. Donc, c'est maintenant le moment où est-ce que si on veut changer la donne, il faut être un peu plus proactif dans l'investissement privé. Mais on est très résilient comme économie. On a une main-d'œuvre formée, qualifiée, une répartition de différents secteurs, tant de ressources naturelles que technologiques, avec des secteurs de force dans l'aluminium, les TI. En tout cas, on a plusieurs secteurs de force qui font qu'on traverse bien ces périodes-là. J'ajouterais juste à ça qu'on a des entrepreneurs qui sont très courageux. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler ailleurs au Canada. Puis quand je compare les entrepreneurs québécois, je vois des entrepreneurs qui ont confiance, des entrepreneurs qui sont inspirants, qui amènent leurs équipes à se dépasser. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est un privilège extraordinaire qu'on a de travailler auprès des entrepreneurs du Québec, parce que c'est des entrepreneurs de grande qualité, puis dans des situations d'incertitude ou de turbulence comme on a là, c'est là où on va revoir ces talents-là revenir à la surface pour nous aider à se propulser dans la prochaine étape ou dans la prochaine phase économique. Effectivement. Je poursuis avec une autre question que nous avons reçue. On a souvent l'impression qu'innover va peser un peu sur notre rentabilité. Est-ce que c'est l'unique façon de le voir, les choses, ou s'il y a d'autres avenues possibles? Est-ce que ça peut être quand même aussi rentable? L'innovation, ça peut créer une pression financière à court terme, définitivement. On le voit. Laissez-moi partager avec vous une histoire d'un entrepreneur qui était en changement de génération, qui était dans une entreprise qui était un tiers 3 dans son industrie. Et la nouvelle génération prenait la relève. C'est une entreprise qui faisait 8 millions de chiffre d'affaires, qui à l'époque avait un projet d'investir 15 millions. Évidemment, quand on fait 8 millions de chiffre d'affaires, on va voir son banquier pour investir le double de son chiffre d'affaires. C'est un moment qui demande un peu de créativité financière pour faire arriver le projet. Et c'est ce qu'on a fait. On a réussi à faire arriver ce projet-là. Cette entreprise-là, aux dernières nouvelles, était rendue un leader dans son industrie, avait construit une usine complètement automatisée. Une expression en anglais, lights out, là, une usine qui pouvait produire 24 heures par jour sans employés. Et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui rend à près de 100 millions de chiffre d'affaires, qui continue sa croissance, qui est devenu un leader dans son industrie. Donc, oui, des fois, à court terme, ça va être un peu challengeant,
Mais gardez en tête que c'est une des raisons pour laquelle Investissement Québec existe. Pour vous accompagner dans ces projets-là qui sont des fois qui vont probablement inclure un peu plus de risques à court terme, mais si on voit bien le plan d'affaires et on comprend bien les leviers qui vont faire en sorte que votre compétitivité puis votre productivité va augmenter, bien, on va répondre présent pour vous accompagner dans ces projets-là. Je te relancerai sur un thème que tu as abordé, la relève d'entreprise. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui pensent à vouloir céder l'entreprise. Quels seraient les conseils que tu donnerais à ces entrepreneurs? En fait, les entreprises québécoises, comme canadiennes en général, sont généralement trop petites. Donc, on a des entreprises qui sont plus petites, qui sont plus vulnérables à des acquisitions. Puis évidemment, là, avec ce qu'on voit, ce qui se passe avec le taux de change américain, ça donne une escompte à un acheteur américain qui se présente pour venir acheter une entreprise québécoise. C'est une grande préoccupation qu'on a. On a une initiative qui est en cours, qu'on appelle nos entreprises d'impact, où on veut aller voir ces entreprises-là, qui sont des entreprises importantes dans l'économie du Québec, pour vous rappeler qu'on est là pour vous accompagner, puis que le chèque à un acquéreur étranger, c'est pas toujours la solution. Après ça, bien là, il y a une vaste gamme d'opportunités qui se présentent à nous. Le Québec n'a pas un déficit d'argent pour financer le reprenariat. Quand je regarde l'écosystème avec tous les fonds fiscalisés, avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec, il y a suffisamment d'argent pour supporter le reprenariat. Ce qui nous manque drastiquement, c'est des repreneurs. Donc, mon premier conseil, c'est qu'il faut identifier votre repreneur, qu'il soit dans l'entreprise, que ce soit une fusion avec une autre entreprise, que ce soit vous qui devient l'acquéreur. Mais le défi actuellement, c'est de trouver ces repreneurs-là. Et puis quand vous avez le repreneur après, bien, c'est plus facile pour nous de faire le montage financier pour vous accompagner dans cette transition-là. Mais focus sur trouver les repreneurs et encourager l'entrepreneuriat dans les plus jeunes générations. Puis s'y prendre d'avance aussi. Hein. Souvent, ce qu'on voit, je pense, c'est que c'est comme on commence à se poser ces questions-là peut-être un peu tard dans le processus. Trop souvent, la décision de vendre l'entreprise vient qu'un diagnostic médical. C'est-à-dire le fondateur a un problème de santé, puis là, tout d'un coup, alors, c'est l'urgence de vente. Puis là, malheureusement, c'est là que l'opportunité arrive, peut-être pour un acheteur étranger qui va venir boucler une transaction. Mais j'ai plein de témoignages d'entrepreneurs en région qui me disent « Moi, je ne suis pas capable d'imaginer que je vais être le seul ici qui va encaisser, puis tous mes employés vont perdre leur emploi. » C'est des témoignages de courage incroyables pour supporter leur entreprise dans leur communauté, partout au Québec. C'est pour ça que je salue le courage puis l'entrepreneuriat québécois dans sa forme actuelle. Je pense que vous avez fait jusqu'à maintenant un très bon travail dans notre conférence de ce matin, Jean-Philippe et Mia, parce qu'on a une question. Peut-être quelqu'un qui commence à penser à se lancer dans l'automatisation ou l'augmentation de productivité, pardon. Quelle serait la première étape pour développer un premier projet d'augmentation de productivité? Vous faire accompagner. Vous faire accompagner, je pense que c'est la première étape. Il y a plein de joueurs là, dans l'industrie qui peuvent vous accompagner, que ce soit la REAI, que ce soit nous chez Investissement Québec, mais vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas dans le potentiel de votre entreprise. Donc, ça sera une première étape pour vous permettre de voir les opportunités. Après, c'est de choisir un projet qui va avoir des retombées importantes, avec un retour sur investissement qui va être court, mais aussi un projet qui va démontrer l'impact que ça peut avoir à vos employés qui sont souvent dans l'usine ou qui sont dans l'entreprise. Donc, quand on est capable de créer une culture de cohabitation positive avec l'automatisation et qu'on est capable de démontrer qu'on améliore la qualité de vie des gens puis qu'on a un retour sur investissement rapide, c'est comme les 3 premières étapes que je vois pour s'acclimater à une nouvelle dynamique d'entreprise. Donc, prendre ça par petites bouchées puis pas essayer de tout changer d'un coup. On ne peut pas tout changer d'un coup. C'est ça. Puis essayer d'avoir les employés qui embarquent aussi dans le projet. Je pense que l'adhésion est importante. Ouais. Puis ce qu'on remarque, c'est que très souvent, le premier pas est le plus difficile à faire. Le premier projet est le plus difficile parce qu'on part de zéro. Mais toutes les entreprises qui ont fait un premier projet d'innovation, d'augmentation de productivité, d'automatisation, en font un deuxième par la suite parce que les équipes sont contentes, elles ont des emplois dont la valeur ajoutée est plus importante, la rentabilité augmente, la qualité des produits peut s'améliorer. Donc, c'est vraiment un effet d'entraînement que ça implique et ça vaut vraiment la peine de se lancer dans le premier parce qu'après ça, le reste est beaucoup plus facile. Les deuxièmes, troisièmes sont plus faciles. Ça cadre dans l'esprit de grand V, justement. C'est ça qu'on veut essayer d'encourager, ces projets de ce type-là de productivité. Je te lancerai justement la prochaine question. Est-ce que toutes les PME peuvent bénéficier de grand V?
Bien, ce qui est important dans le Grand V, c'est la thématique. Donc, c'est les thématiques. Si vous avez des projets qui concernent soit la productivité, l'innovation ou le développement durable, c'est sûr qu'on va regarder le dossier. Après, c'est un prêt à terme qui est minimum de 250 000. Et une fois que vous cadrez là-dedans, bien, c'est sûr qu'on va traiter le dossier pour voir si les différents critères sont respectés. Mais a priori, oui, c'est admissible. Tous les secteurs sont admissibles. Et de toute façon, ne lésinez pas, appelez-nous et nous allons regarder votre dossier avec vous, trouver des façons de le faire, de lui donner, de le rendre possible pour vous. J'ai parlé du volet financement, mais c'est la même chose pour l'accompagnement. Donc, aussi, si vous avez un projet, vous n'êtes pas sûr, vous voulez voir est-ce que c'est admissible ou pas, appelez-nous puis on va regarder ça. Dernière question qui vient d'arriver. Comment IQ peut aider les entrepreneurs à identifier un repreneur? Oui, là, je vous parlais que c'était le grand défi. Là. Il y a une raison pour laquelle c'est le grand défi. En réalité, en fait, on a souvent une bonne connaissance de notre écosystème, que ce soit en région, mais que ce soit aussi provincial. Quand on a des joueurs qui nous signifient leur intérêt de vendre, de céder, de fusionner, de faire des acquisitions, oui, on peut utiliser notre réseau de clients partout au Québec, notre réseau de directeurs de compte partout au Québec, pour essayer d'identifier ces cibles-là. Un fort pourcentage des transitions se font à l'interne des entreprises. Donc, il y a aussi une réflexion à faire par rapport à vos leaders actuellement dans vos entreprises, à savoir, est-ce qu'ils ont de l'intérêt, est-ce qu'ils ont le potentiel, et puis qu'on puisse réfléchir, vous accompagner dans la réflexion autour d'identifier qui pourrait être votre repreneur à l'interne. Mais la première étape, c'est d'avoir la conversation, puis d'ouvrir cette conversation-là avec vos partenaires, comme Investissement Québec, mais les professionnels qui vous entourent aussi. Il y a une question sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut apporter une amélioration de la productivité? Alors, je ne suis pas une experte de l'IA ni de la technologie. Je ne fais pas partie des dizaines d'experts chez Investissement Québec dans le sujet, mais la réponse, c'est que oui. C'est sûr que l'adoption d'intelligence artificielle va permettre des gains de productivité, peut permettre des gains de productivité importants, mais ce n'est pas nécessairement simple de commencer ça parce que ça prend une grande capacité d'avoir beaucoup de données, de traiter la donnée, d'organiser la donnée, de rendre la donnée intelligible après pour faire le lien avec les systèmes. Donc, il y a une certaine courbe, mais oui, évidemment, ultimement, ça va faire partie des solutions à explorer pour les gains de productivité. Si on voit l'automatisation comme étant le niveau 100 d'investissement en technologie, bien, l'intelligence artificielle, c'est le niveau 300. Là. Donc, il faut qu'on automatise, mais qu'on commence à acquérir ces données-là puis les organiser. Donc, on a encore des étapes à franchir avant de pouvoir dire que l'intelligence artificielle est dans toutes nos usines au Québec. Ça prend beaucoup de données, comme vous l'avez dit, ça prend beaucoup de planification, de réflexion. Mais finalement, ça peut être aussi plus simple que ce qu'on le pense. Et je vous invite d'ailleurs à cet effet-là à aller visiter sur notre chaîne YouTube. On a une vidéo avec l'entreprise Patate Dolbec qui a fait un projet d'automatisation pour des patates qui tournent et qui bougent, comme il nous le présente. C'est quand même impressionnant de voir tout ce que ça peut amener comme efficacité, mais ça prend effectivement une bonne planification en amont. Alors, je vois que c'est la dernière question que nous avions. Il est d'ailleurs 9h23, donc je pense que ce serait, comme on prévoit toujours au maximum que nos événements durent 1 heure, le moment de vous quitter. Merci beaucoup, Mia et Jean-Philippe. Je crois que vous avez été très inspirants pour tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. N'hésitez pas, évidemment, nos équipes d'experts en financement et accompagnement sont toujours disponibles. Appelez-nous, contactez-nous pour que ce soit, peu importe le sujet dont il a été question aujourd'hui. Si vous avez des questions, d'ailleurs, si vous souhaitez qu'on vous contacte, vous pouvez à nouveau inscrire vos coordonnées dans la boîte prévue de contact prévue à cet effet sur l'écran. Ça nous fera plaisir de vous revenir. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un courriel avec un sondage que je vous invite à compléter. Ça nous aide à améliorer la qualité de nos événements. Notre événement était enregistré, sera donc disponible sur nos sites de communication. Nous vous la ferons parvenir aussi, donc n'hésitez pas à la partager avec vos collègues, avec des connaissances autour de vous. Répandons la bonne nouvelle, c'est ce que je peux dire. Et sur ce, merci encore à vous deux et merci à tous d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite une excellente année 2025. À la prochaine.